Bonjour à tous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors je vais laisser la technique lancer les premiers slides. Donc Vincent Le Camus, pour ceux qui ne me connaissent pas, Florian Mas du blog Immobilier 2.0. C'est moi qui lance. J'avais une question à vous poser. Qui pense que les agents immobiliers vont disparaître? Je vous invite à lever la main dans la salle pour ceux qui pensent que les agents immobiliers vont disparaître. Apparemment, vous avez envie de conserver votre métier. Donc on confirme aujourd'hui, levez la main ceux qui pensent que les agents immobiliers ne vont pas disparaître. Eh bien nous, on est plutôt d'accord avec vous. On pense que les agents immobiliers ne vont pas disparaître. Mais par contre, on est persuadé d'une chose, c'est qu'ils vont devoir évoluer et s'adapter à certaines tendances. Tendances qu'on va décrypter aujourd'hui avec Florian. Mais je vais d'abord laisser Florian vous présenter qui on est. Avec Immobilier 2.0, on fait maintenant une veille depuis plus de 6 ans sur le marché immobilier français, européen et aux États-Unis, ce qui nous donne une place d'observateur un petit peu de ces tendances et c'est ça qu'on va essayer de décrypter avec vous. Bien souvent, c'est Vincent et moi qui sommes sur le devant de la scène, mais Immobilier 2.0, c'est aussi une team d'experts spécialisés dans l'innovation et surtout passionnés d'immobilier. Donc je profite de cette conférence pour leur dire un gros merci parce qu'il y en a qui sont dans la salle. Donc merci à eux. Merci les gars. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir dresser ces 8 tendances aujourd'hui. On est allé sur des tendances de fond pour bien essayer de comprendre ce qui est en train de se métamorphoser. Et je vais laisser Vincent partir sur la première tendance. La première tendance, c'est que le monde se rétrécit. Aujourd'hui, la technologie, elle réduit les distances et elle rapproche les gens. Moi, j'ai grandi à Saint-Quentin en Yvelines. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand j'avais 16 ans, pour aller à la Tour Eiffel, je mettais plus d'1 heure en transport. Aujourd'hui, pour faire le même trajet, je mets 35 minutes. Mais pire que ça, j'ai des amis qui ont emménagé à Chartres et qui vont travailler tous les jours sur Paris, chose qui était impensable il y a encore 25 ans. Et les choses, elles vont aller en évoluant. Tout le monde connaît le projet du Grand Paris. C'est un projet qui va rapprocher, réduire les distances et du coup, qui est à Paris, mais qui est aussi sur beaucoup d'autres villes, et pas que en France. Mais ça va plus loin que là. Parce que, concrètement, toutes les villes sont aussi proches. Ça ne marche pas. Tu peux me changer le slide. En Europe, aujourd'hui, toutes les grandes capitales européennes sont à moins d'1 heure de Paris, en avion. Et si on regarde un petit peu les différentes évolutions et rapidités du transport, on se rend compte que ça a fait que évoluer au cours des dernières années. Il y a même un train au Japon qui a dépassé les 600 km/h, record en 2015. Et ce n'est pas les projets les plus fous qu'on a en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Hyperloop d'Elon Musk, qui a pour objectif de relier San Diego à Los Angeles à une vitesse de 1200 km/h, soit 2 fois le record qui a été battu il n'y a pas longtemps. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler du brevet qu'a déposé Airbus en fin d'année dernière, dont l'objectif va encore plus loin. C'est un avion qui veut relier New York et Paris en 1 heure. Vous imaginez si on est capable d'aller de New York à Paris en 1 heure, comment ça va redistribuer les cartes du marché immobilier? Du coup, on va faire ces visites immobilières en avion, c'est ça que tu es en train de nous dire? Alors non, on ne va pas faire ces visites immobilières en avion, mais aujourd'hui, on est déjà capable de visiter des biens immobiliers à l'autre bout du monde avec des visites virtuelles et des 360. Il y a même des choses qui sont sorties où un agent immobilier est capable de faire visiter l'ensemble de son stock en 360 degrés directement comme si on était sur Skype. Vous voyez en bas, il a l'ensemble de son stock et il peut le faire visiter à n'importe qui, à n'importe quel endroit dans le monde. Et on va même aller plus loin aujourd'hui. Donc ça, c'est des outils que vous avez sur le salon comme VaLive ou chez En Visite. Mais on va même plus loin dans la réalité. Vous avez tous sûrement testé les cardboards ou les Oculus. Faites-le si vous ne l'avez pas fait. Vous verrez à quel point on est projeté dans la réalité. On est capable de nos jours de télécharger une application de Bouygues, de la mettre sur son mobile, d'acheter un casque à 6 € et de visiter le bien immobilier qui est à Châteauneuf-les-Martigues en construction. Moi, je l'ai visité alors que c'est suffisamment loin de chez moi. Les gens de New York peuvent le visiter aussi. On parle de ces technologies Oculus, qui est casques virtuels, qui ont un défaut, c'est de couper l'utilisateur de la réalité. Donc il y a déjà des gens qui sont en train de travailler sur des projets
plus proche du client et assez fou. Il y a la table de Stark, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça va sortir l'année prochaine. Vous êtes sur une table tactile, vous vous baladez dans l'appartement et en temps réel, vous avez devant vous un grand écran où la 3D change et les visuels de l'appartement changent. Mais il y a aussi une technologie où vous pouvez être posé avec votre client, il est avec une manette de jeu vidéo, et vous avez en 3 dimensions toute la salle qui tourne autour de vous, et en fait, ce qui tourne autour de vous, c'est la visite virtuelle de l'appartement. Pendant que vous êtes avec vos clients à côté, vous pouvez voir ses réactions, faire la découverte client, et lui faire visiter plusieurs appartements. Mais il me semble que tu as testé quelque chose dans le courant de l'année, Florian, qui est aussi assez fou. J'ai eu l'occasion de tester un robot à distance. Donc moi, je suis basé à Montréal, au Québec, et j'ai visité un appartement à Bordeaux directement avec le commercial sur place. J'ai fait ça un peu pour tester. Je me suis dit, ça va être marrant à faire. Au final, la visite immobilière était vraiment intéressante parce que je contrôlais le robot et le robot était vraiment à distance de ma vue. Donc l'expérience était vraiment intéressante. Et surtout, ça donnait la possibilité de parler à taille humaine avec l'agent immobilier. Maintenant, l'agent immobilier à l'autre bout du monde, il faut pouvoir trouver avec quel agent travailler à l'autre bout du monde. Et ben, c'est déjà possible grâce à Internet. Je voulais vous mettre en avant un business qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien ne pas avoir de problème avec ma télécommande, mais ça va aller. C'est Comparagence. Comparagence, en fait, eux, ils vous proposent de trouver l'agent immobilier qui correspond à vos besoins. Et ce sur quoi j'insiste, c'est vos besoins. C'est que maintenant, on parle directement de vos besoins. Mais ce n'est pas les premiers à avoir fait ça. Meilleures agences étaient déjà proposées il y a plusieurs années de sélectionner les meilleures agences des différents quartiers pour vous. Tout ça, ça part d'une chose qui a révolutionné l'ensemble du web et qui arrive doucement dans l'immobilier, c'est la notation. Aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a différents acteurs comme Opinion System, comme ImmoAdvisor, comme Clermont Immobilier qui permettent déjà aux particuliers de savoir quels sont les agents immobiliers qui travaillent bien, qui sont notés selon différents critères et qui permettent de trouver un agent immobilier qui n'est pas dans le quartier où on habite et qu'on ne peut pas aller voir, on va le trouver sur Internet. Mais vous aussi, vous devez être en mesure de proposer à vos clients des agents immobiliers qui sont bons et ce partout dans le monde. Imaginez demain, vous ayez un client à qui vous avez vendu un bien il y a 7 ans, il veut vendre son bien et partir habiter à Montréal. Malheureusement, vous n'avez pas le numéro de téléphone personnel de Florian Masse, donc vous ne pouvez pas savoir quels sont les agents immobiliers qui sont bons à Montréal. Et bien, il y a un outil qui s'appelle Balcony, qui a déjà des concurrents, qui permet de trouver des agents immobiliers partout dans le monde, qui sont notés selon des critères. Vous trouvez la personne qui correspond à votre méthode de travail, vous lui envoyez le client et il s'assure de faire en sorte que vous touchiez votre commission pour lui avoir partagé un prospect. Donc, on est capable de travailler à l'autre bout du monde. Les distances se rapprochent et je voulais finir sur ce point. C'est une étude qui avait été faite par la CIA il y a une dizaine d'années qui disait que le monde entier était distant de 7 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 6 amis entre vous et n'importe qui dans le monde. Avec l'étude Facebook, qui date d'il y a 5 ans, on est passé à 4,74 personnes. Et si vous êtes inscrit sur Facebook, c'est 4,34 personnes. Donc vous connaissez tout le monde avec juste 3 amis entre vous et n'importe qui dans le monde aujourd'hui. Donc le monde se rapproche. C'est assez marrant que tu parles des Oculus et je voulais revenir sur ce point parce que dans l'immobilier, ça fait longtemps qu'on a tous entendu parler de plans 3D, de vidéo 360, d'Oculus. Ici, je pense que vous avez tous testé les Oculus et pour le secteur, la visite virtuelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je voulais quand même parler de cette tendance parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et je ne voudrais pas que vous passiez à côté, c'est la démocratisation de ces environnements virtuels et on va voir de quelle manière. Voilà une photo de la vision du patron de Facebook sur comment les supports multimédia ont évolué au cours du temps et comment ils vont évoluer. Donc tout a commencé sur Facebook avec des statuts texte. Ensuite, on est allé sur une prépondérance pour la photo. Là, on est dans l'ère de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sur Facebook, c'est des super techniques parce que Facebook valorise la vidéo dans son algorithme. Et la vision de Facebook, c'est la suite. C'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle, d'accord ? Aujourd'hui, sur Facebook, je suis capable de consulter ce type de visite virtuelle, de vidéo 360, directement dans la timeline Facebook.
Ça signifie qu'il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui sont déjà équipées de cette technologie sans le savoir et qui sont capables de lire sans plugin, sans installer de logiciel, ce genre d'outils depuis le flux Facebook. Ça vient juste d'être lancé, c'est pour la promo du film Star Wars qu'ils ont lancé la première vidéo 360 dans un flux Facebook et c'est déjà des millions de vues. Facebook, comme vous le savez, c'est aussi les Oculus Rift. Ça veut dire que, bien entendu, ces vidéos 360 où 1,5 milliard de personnes sont compatibles, sont déjà compatibles avec l'ensemble des casques de réalité virtuelle avant même que la commercialisation de ces derniers n'ait commencé. Ce n'est pas les seuls, Facebook. Il y a d'autres players qui sont en train de mettre en place les casques de réalité virtuelle. Et je suis d'accord que les gens ne vont pas acheter un casque de réalité virtuelle pour l'immobilier, pour faire des visites immobilières. Ils vont acheter un casque de réalité virtuelle pour faire du jeu vidéo, pour la télé, notamment le sport, et pour le cinéma 3D. Aujourd'hui, tous les films sont en 3D et il y a besoin d'un device pour exploiter pleinement cette expérience 3D. Et c'est comme ça que, très vite, je pense que ce type de technologies vont arriver dans les foyers et les gens équipés voudront pouvoir utiliser ce type de technologie pour faire leur visite immobilière. La réalité virtuelle, c'est un marché à 30 milliards de dollars en 2020 et c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg. Puisqu'à côté de ça, il y a un marché beaucoup plus lucratif qui représente 120 milliards de dollars, qui est le marché de la réalité augmentée. Et sur ce marché, il y a deux gros players qui sont en train d'investir massivement, c'est Google et Microsoft. En parlant de Google, je vais revenir, avant de vous montrer des vidéos un peu de ce qu'ils préparent, je voulais revenir sur Google Maps et Google Street View. En quelques années, Google, ils ont réussi à faire une visite virtuelle extérieure du monde entier. N'importe qui, aujourd'hui, peut se balader dans le monde grâce à Google Street View, et ils ont utilisé les Google Cars. Je voulais revenir sur une petite application mobile qui est sortie en septembre dernier et qui est passée inaperçue. C'est l'application mobile Google Street View. L'application mobile Google Street View, c'est une Google Car dans la poche de chaque usager. C'est-à-dire que n'importe qui est capable aujourd'hui, en 2 minutes chrono, de faire une visite virtuelle qui exploite la technologie de recomposition d'images de Google, de diffuser cette visite virtuelle sur Google Maps de façon publique, d'accord, donc accessible à tout le monde. Et clou du spectacle, l'ensemble de ces visites virtuelles sont compatibles avec l'ensemble des casques de réalité virtuelle, notamment le Google Cardboard. Donc ça veut dire que n'importe quel particulier peut créer ça en 2 minutes, le diffuser sur le site le plus visité au monde dans un device que vous ne maîtrisez pas encore et qui n'est pas encore commercialisé. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si, lors de la diffusion publique sur Google Maps, Google rajoutait une catégorie, par exemple, immobilier à vendre. Mais ça, pour Google, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et là où ils investissent massivement, c'est dans des projets qu'on n'a pas forcément connaissance trop aujourd'hui, notamment le Magic Leap. Magic Leap, c'est de la réalité augmentée, c'est le futur des Google Glass. Ils ont abandonné les Google Glass, mais croyez pas qu'ils s'en arrêtent là. Ils ont investi 520 millions de dollars l'année dernière dans cette technologie. Et il y a un tour de table en ce moment pour une levée de fonds d'1 milliard de dollars dans Magic Leap, dans laquelle Alibaba, le géant chinois de l'e-commerce, met 200 millions au pot. Ce qui est fou avec cette technologie, c'est que personne ne l'a vu. Personne n'a vu les lunettes, personne n'a vu le casque, personne n'a vu le rendu, à part les investisseurs. Il y a un autre player qui investit massivement dans les casques holographiques, et cette fois, on a eu la chance de voir des choses, et c'est assez bluffant. Je vous ai mis un case qui est dans l'univers immobilier de la construction, de la promotion. Ce casque, c'est le Microsoft HoloLens. Le principe est très simple, c'est que vous mettez un casque et vous allez pouvoir interagir avec la réalité, avec des hologrammes, de façon très pratique. Ça, c'est déjà sorti. Il y a un nombre important de magazines, de blogueurs technologiques qui ont testé le casque et tous les retours sont que c'est complètement bluffant. Là, je vous ai mis donc ce scénario immobilier où ils interagissent avec des hologrammes des bâtiments. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que je vais pouvoir aller directement sur le chantier, aider un ouvrier qui a des problèmes et voir ce qui se passe et l'aider grâce à l'holographie. Donc ça, c'est un case immobilier, c'est assez intéressant. Vous pouvez aller voir sur le web, il y a plein de vidéos. Je vous laisse imaginer ce qu'ils arrivent à faire avec ça pour l'univers des jeux vidéo, etc. On est dans Minority Report, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Report. C'est génial. Donc là, vous voyez, ils interagissent directement sur les chantiers pour résoudre des problèmes qu'un ouvrier ne serait pas capable de résoudre lui-même sur le chantier. Ben, il y a son project manager qui intervient avec lui grâce aux hologrammes. Donc la prochaine étape, vous allez me dire, c'est peut-être la visite virtuelle personnalisée.
ce qui me donne ma transition sur la prochaine tendance qui est l'ère de la personnalisation. On est dans une société aujourd'hui où les gens ne veulent plus du standardisé, ils veulent une expérience personnalisée, et ça, vous devez le prendre en compte. Les 2 plus gros sites au monde l'ont bien compris, et je vous laisse réfléchir 2 secondes à cette capture d'écran de Facebook. Ça, c'est mon Facebook. Il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde différents qui ont une version différente de Facebook qui est actualisée chaque seconde. C'est-à-dire que je ne verrai plus jamais cette version de Facebook, elle est personnalisée pour moi en continu. C'est pareil pour Google, les résultats de recherche sont personnalisés en fonction de mes habitudes, de ma localisation, de mes amis, etc. Et ça, c'est une tendance forte, cette personnalisation que vous devez exploiter dans vos business. Comment faire ? Il y a des technologies qui sont maintenant de plus en plus accessibles. Je pense par exemple au retargeting. Si je cherche un T4 sur Paris pour 800 000 € et que je vais consulter vos annonces immobilières sur votre site internet, je n'ai pas envie que vous m'envoyiez par la suite des annonces pour un studio sur Paris qui n'est pas dans mon budget. Ça devient complètement aberrant en 2015 de réfléchir comme ça. Donc les solutions de retargeting permettent d'identifier ce que veut le prospect lors de sa visite et de le retargeter en lui envoyant les bonnes offres. Alors au début, ça faisait peur le mot retargeting, mais au final, c'est juste de la personnalisation. De la même manière, si je suis un primo-accédant en phase de début de recherche, je ne veux pas être traité de la même manière dans vos communications qu'un propriétaire vendeur. Donc pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la segmentation de vos bases de données, c'est-à-dire de trier vos bases de données pour identifier qui est qui, quel est le stade dans le processus d'achat, pour pouvoir adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et ça, c'est la clé. Je voulais vous montrer un exemple de personnalisation assez sympathique qui nous vient du Québec, de Via Capital. Ils ont sorti cette innovation il n'y a pas longtemps, ça s'appelle le Via Image. Le principe est très simple, c'est qu'il y a un résultat de recherche immobilier, donc un listing de recherche avec mes critères, et j'ai la possibilité de choisir la première image que je veux voir apparaître. Est-ce que je veux voir en premier, comme photo, une cuisine, un salon, le jardin ? Donc là, c'est la même recherche le même résultat de recherche où j'affiche la cuisine. Donc si avoir une cuisine c'est important pour moi, je vais peut-être préférer ce mode de résultat de recherche. Et là, c'est encore le même résultat. Hop, je suis allé trop loin. Le même résultat de recherche à l'extérieur. Vous allez dire, c'est peut-être au négo, au patron d'agence, qui va savoir quelle photo mettre en premier pour avoir le plus de clics, le plus de contacts. Mais vous vous trompez. Je vais vous partager une expérience personnelle. C'est qu'on fait beaucoup de pubs sur Facebook pour Immobilier 2.0. Et quand je fais une pub pour notre marque, je mets toujours 4 versions de cette pub avec chaque fois un visuel différent. Et vous pouvez être sûr que dans 90% des cas, mon visuel préféré, celui que j'aurais mis moi de façon instinctive, c'est pas celui qui est retenu par Facebook, c'est pas le plus cliqué, c'est pas celui qui génère le plus de taux de contact. Tout ce que je veux vous dire, c'est que mon avis, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que veulent les clients et l'image qu'ils vont vouloir. Un petit laïus sur l'imprimerie 3D, tellement 3D. old school, les imprimantes 3D. Vous connaissez tous cette tendance, vous avez vu toutes ces maisons s'imprimer en 24 heures, ça s'inscrit aussi dans cette tendance de la personnalisation. On sera capable, dans pas longtemps, de faire des maisons personnalisées dans un temps record à des moindres coûts. Sachant que c'est des choses qui se font déjà dans le médical, où on imprime la telle ou en fonction du besoin vraiment de la personne, et c'est plus des choses standardisées. Et c'est des choses qui peuvent arriver dans l'immobilier, c'est super intéressant. Une autre tendance qui est assez forte, c'est celle de la prédiction de l'avenir. Alors ça, c'est un beau mot, mais en gros, l'idée, ça va être de parler de big data, de business intelligence et d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, sur l'ensemble des données qui existent dans le monde, il y a 90% de ces données qui ont été créées sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, le marché de la big data, c'est un marché à 123 milliards de dollars. Mais ce n'est pas ça qui est important, on sait que c'est quelque chose qui va changer le monde. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'attendent les clients immobiliers. La première chose, c'est d'avoir accès à la donnée. Alors il y a des gens qui le font très bien sur le salon, comme Quel Quartier, qui agrègent des données depuis super longtemps, qui les compilent et qui les mettent dans le bon ordre pour que ce soit lisible pour un particulier. Il y a d'autres personnes que vous connaissez peut-être, comme CoStar, je vais prendre ta télécommande, comme CoStar, qui agrège des données depuis 30 ans et qui fournissent les données sur l'immobilier commercial à tout le monde. C'est simple, ils disent que 25% des clients immobiliers passent sur l'un de leurs sites parce qu'ils maîtrisent la donnée.
Mais il y a des nouveaux venus aussi qui poussent plus loin l'expérience grâce aux données, puisqu'ils sont capables de créer des vrais outils d'aide à la prise de décision. Je pense notamment à VTS, qui fait exactement le même travail que CoStar, sauf qu'eux, ils viennent de lever 21 millions d'euros il y a 4 mois, et ils proposent des outils qui permettent d'aider les gens à prendre des décisions, et ils sont en train de prendre le marché américain comme ça. Mais ce n'est pas les seuls. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Create.io, qui est aussi un site américain qui a levé un petit peu moins, 2,8 millions d'euros, mais sur son lancement. Ce qui est intéressant, c'est plus son objectif personnel à ce fondateur, c'est de créer une fiche de data complète en 3 dimensions de chacun des biens qu'il y a aux États-Unis. Et depuis son lancement, le nombre d'utilisateurs est de plus en plus énorme. Ce qui veut bien dire que les gens veulent de la donnée. Mais la donnée que les gens veulent, vous la connaissez tous, c'est le prix. Je ne vais pas vous refaire un laïus sur Meilleurs Agents, tout le monde connaît. Ils sont plus ou moins devenus incontournables sur le marché, en tout cas pour les vendeurs. Selon leurs chiffres, ils annoncent que 80% des gens qui vont vendre dans moins d'1 an sur Paris, ils passent par leur site faire une estimation. 4 personnes sur 5, 4 vendeurs sur 5 qui passent par chez eux. Simplement parce qu'ils donnent le prix des biens immobiliers à la rue. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, on va encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu ce que propose Zillow, mais ils vous proposent de connaître le prix d'un bien immobilier dans 1 an, et ce sur tous les biens immobiliers qu'ils ont sur leur site internet. Là, ce que vous voyez encadré en rouge, c'est le prix du bien immobilier que j'ai consulté, qu'il aura dans 1 an. Alors bien entendu, on va pouvoir débattre de la précision de ces outils d'estimation, mais clairement, les utilisateurs et les particuliers, eux, ils en redemandent. Eux, ils veulent ces outils-là. Donc la question ne se pose presque pas. Mais vous, clairement, vous avez aussi besoin de ces outils-là. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous n'aimeriez pas savoir qui est la prochaine personne qui va vendre dans votre zone de chalandise? Il y a un outil dont je parle depuis quelques années maintenant qui s'appelle SmartZip et qui vous permet déjà de faire ça. Qu'est-ce que ça fait dans votre zone de chalandise sur tous les biens immobiliers qu'il y a? Ça vous dit, lui, il a 80% de chances de vendre, lui, il a 50% de chances de vendre, lui, il a 95% de chances de vendre. Quand vous allez faire votre démarche porte à porte, vous savez à quelle porte frapper. Et ce n'est pas les seuls sur ce secteur-là, il y en a beaucoup d'autres, il a des concurrents qui commencent à se créer. Donc c'est vraiment une tendance qui est en train de se lancer. Mais maintenant qu'on connaît le prix, maintenant qu'on sait qui va vendre, est-ce qu'un ordinateur ne pourrait pas acheter directement sur Internet les biens immobiliers des particuliers? La réponse c'est oui, et ça existe déjà. Opendoor, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. C'est simple, le propriétaire qui veut vendre fait une estimation de son bien en ligne, on lui affiche un prix, s'il est d'accord, il vend son bien immobilier sous 3 jours. Je ne vous fais pas plus longtemps là-dessus parce que Florian va vous en parler en fin de conférence tout à l'heure. Mon objectif là-dessus, c'est de vous montrer un petit peu ce qui existe et jusqu'où on est capable d'aller. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du robot Watson d'IBM, qui a gagné Jeopardy aux États-Unis il y a quelques années. Jeopardy, c'est le question pour un champion des États-Unis. Mais ce qui était super intéressant et impressionnant, c'est que ce robot Watson, il comprenait les questions du Julien Lepers local et il lui répondait en langage naturel. Et il a battu à plat de couture ses 2 concurrents. Aujourd'hui, ce robot, il conseille des chirurgiens sur des opérations de chirurgie. Il conseille des grands bureaux d'avocats sur des gros dossiers. Il est même capable de faire de la psychologie où il reconnaît dans la voix des patients l'émotion que peut avoir la personne. Il y a une grande banque qui a investi sur le robot Watson et dans 1 an, ce robot, il parle français. Donc imaginez ce qu'on est capable de faire en intelligence artificielle dans l'immobilier si on a un robot qui bat tout le monde et qui aide des chirurgiens. Ça m'amène sur la tendance suivante, qui est une meilleure expérience utilisateur dans l'immobilier grâce à l'automatisation et la simplification des processus. Il y a un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, acheter un bien immobilier, c'est une expérience douloureuse. Dans une société où tout le monde adore acheter sa maison, ça devrait être l'expérience la plus cool du monde, mais non, ce n'est pas le cas. Il y a plein de frictions, il y a plein de tâches énergivores, et
Concrètement, il y a plein de startups ou d'entreprises aujourd'hui qui essayent d'améliorer ce processus en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Je vais vous montrer quelques exemples. La première chose, c'est que si on va sur les 3 sites portails immobiliers leaders en France, la première chose qu'on voit, c'est 1 million d'annonces, 26 millions d'annonces. Alors, on sait tous que l'exhaustivité, c'est important dans l'immobilier. Mais moi, je ne veux pas 1 million d'annonces. Moi, je veux les 25 annonces qui correspondent le plus à ma recherche. Pour ça, il y a des algorithmes. Et aujourd'hui, toutes les grosses sociétés que vous voyez et qui marchent ont construit leur business sur des algorithmes pour faire le boulot de recherche et de tri à la place de l'utilisateur. Autrement, ça serait le bordel sur Google. Pour ça, il y a des startups, par exemple, qui proposent des recherches beaucoup plus épurées et qui vont éduquer le marché, d'accord ? On voit ici une petite tendance de graphique où, dans le résultat de recherche, une information très simple il y aura 3 nouveaux listings par semaine qui correspondent à votre recherche. Donc, ne vous attendez pas à revenir demain et qu'il y ait 36 maisons dans le résultat de recherche. Non, la réalité, c'est que sur votre marché, pour vos critères, il y a 3 propriétés à vendre chaque semaine. Point. Il y a aussi, au niveau des algorithmes, l'intégration de critères moins cartésiens. Donc on sort des critères purement prix, nombre de chambres, etc., pour ajouter des petites choses comme je veux un espace ouvert, je veux une cuisine américaine, etc. Et le but, c'est d'intégrer tout ça dans les algorithmes pour encore filtrer la résultat de recherche et améliorer l'expérience de recherche immobilière. Il y a même des startups qui vont plus loin. Ça, c'est Alain, un de nos rédacteurs immobilier 2.0, qui est basé dans la Silicon Valley, qui est en train de lever pas mal de fonds pour ce projet. Ce projet est simple, c'est Stewart. Stewart, c'est un assistant virtuel pour votre recherche immobilière. Donc, c'est le Siri immobilier. Il fait pour vous la recherche immobilière en fonction de vos critères. Il va booker les rendez-vous avec l'agent en synchronisant votre agenda et celui de l'agent. Et tout ça de façon 100% automatique pour que la recherche immobilière devienne un plaisir. De la même manière, il y a des sites comme Redfin qui proposent sur leur site de prendre directement rendez-vous avec un agent à l'heure que vous voulez pour la visite immobilière. Et Redfin se débrouille pour envoyer un agent à la bonne heure. S'il n'y en a pas, il décale le rendez-vous, mais il n'y a plus d'échange de mails qui peuvent prendre 1 jour, 2 jours pour booker une visite. C'est directement fait en ligne. De la même manière, l'expérience utilisateur, elle concerne aussi le professionnel. Là, vous tous dans la salle, je trouve que le processus immobilier est compliqué pour vous. On vous demande de plus en plus de choses, de plus en plus de tâches, et ça devient du coup un boulot très compliqué. Vous êtes obligé de délaisser certains aspects. Pour ça, la technologie et l'expérience utilisateur doivent aussi vous aider, et ça passe par l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être chronophages pour vous. Je vais vous prendre un exemple. C'est une société française, mais il y a plein d'outils comme ça aux États-Unis. C'est Julidesk. Julidesk, c'est un assistant virtuel qui s'occupe pour vous de prendre vos rendez-vous. Donc imaginez quand vous avez un contact sur un portail immobilier, de façon automatique, une fois l'email reçu, Julie prend le rendez-vous pour vous à l'heure que vous voulez, au lieu que vous voulez, et s'occupe d'interagir. Les 3-4 mails d'échange pour la prise de rendez-vous, Julie s'en occupe. Et quand Julie ne comprend plus, il y a un humain derrière qui prend le relais pour répondre à la personne. De la même manière, il faut automatiser les tâches les plus complexes. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, le suivi client, c'est une tâche très complexe dans le temps et qui demande beaucoup d'investissement. Pour ça, vous devez mettre en place des processus grâce à vos outils CRM, mais vous devez surtout les modéliser et appliquer ces processus. Je vais vous prendre l'exemple d'un top courtier canadien que j'avais rencontré. Eux, ils génèrent des leads locataires. Donc leur business, c'est de faire de la location. Et de là, ils mettent en place un processus où pendant 2 ou 3 ans, ils vont de façon automatique éduquer les locataires à devenir des propriétaires. Et donc, au bout du processus de 2-3 ans, on a un leads acheteur qui fait un deal avec eux parce que pendant 3 ans, ils leur ont fourni la bonne information au bon moment. Si on peut automatiser autant de choses pour vous et pour les particuliers, on se rend compte que les particuliers, eux, ils l'ont bien compris. Parce qu'ils veulent gérer un maximum de choses tout seuls. Je vais vous donner un exemple simple que tout le monde connaît. Aujourd'hui, 82% des recherches immobilières commencent sur Internet. C'est-à-dire que 90%, j'ai pas pu assister à la conférence de ce matin. 90% commencent leur projet sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'aller pousser la porte d'une agence pour préparer leur projet immobilier. Et on s'en rend compte qu'ils ont envie de commencer tout seuls, ils ont envie de s'approprier leur projet avant d'en discuter avec vous. Et d'ailleurs, on le voit avec des services qui commencent à naître sur le web.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de easypropriétaire.com, mais ils ont levé 600 000 € il y a quelques mois, je crois que c'était en août. Et en fait, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent d'agréger tous les services d'un projet d'acquisition client. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des services bancaires, des services d'assurance, des outils pour classer les annonces, des outils de décoration, des outils de déménagement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai un autre exemple qui, cette fois-ci, n'est pas dans l'acquisition, mais qui est dans la location. Je vais faire assez rapide dessus, c'est Rentalution, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui permet au propriétaire qui veut louer un bien d'automatiser toutes les tâches qu'il a à faire. Donc ça envoie les photos, les annonces directement sur Internet, ça s'occupe des paiements des loyers, des assurances, d'envoyer quelqu'un s'il y a des travaux, et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse aussi chez Rentalution, il y aura un article dans pas longtemps sur Immobilier 2.0, c'est pour ça que je ne m'étends pas plus sur le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que, comme vous le voyez, ils ont un support bureau, ils ont un support iPad, ils ont même un support mobile. C'est excellent pour ma transition, puisque aujourd'hui, dans tous les portails immobiliers leaders en Europe, en tout cas dans les pays dits riches, plus de 50% du trafic vient du mobile. Il me semble même que sur Se Loger, c'est plus de 60%, vous pourrez aller leur demander. Concrètement, aujourd'hui, le mobile, on gère tout de son mobile et tout le monde gère tout de son mobile. Comme le disait la publicité, il y a une application pour tout. Et c'est réel, on devient son propre coach sportif. On réserve son restaurant et son cinéma aujourd'hui depuis son mobile. On réserve ses voyages. On réserve même l'endroit où on dort depuis son mobile. Une des révolutions qui va arriver dans pas longtemps, c'est les objets connectés. Vous en avez tous entendu parler. Les objets connectés, c'est chiffré dans 10 ans à 1700 milliards de dollars. Les objets connectés, c'est quoi? C'est bien sûr les smartwatches, c'est bien sûr les voitures qui vont être connectées. Ça va aussi être votre maison qui est connectée. Vous allez pouvoir faire couler un café, gérer vos caméras de sécurité depuis votre téléphone mobile. Et si on y réfléchit bien, en fait, c'est le monde qui est connecté à vous grâce à ce téléphone portable. Si je prends l'exemple d'Uber, en fait, c'est juste un taxi connecté. C'est juste un taxi dont vous gérez, viens me chercher ici, emmène-moi là-bas, et tout ça du mobile. Si je vous parle d'Uber, c'est pas pour vous faire peur par rapport au taxi, c'est parce que le Uber de l'immobilier, il a déjà plus ou moins été mis en place aux États-Unis. Ça s'appelle Curb Call, ça a été sorti il y a 2 ans. Et qu'est-ce que ça fait? Vous avez repéré un bien immobilier que vous pensez acheter, vous voulez le visiter, il y a une réunion qui vient de s'annuler, vous sortez Curb Call, vous dites je veux visiter le bien maintenant, le premier agent immobilier connecté sur l'application vient vous chercher en voiture, vous emmène faire la visite. Mais comme vous l'imaginez, ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Je vous parlais d'Open Door. Il y a un portail immobilier japonais, Homes, qui fait ça aussi, et qui permet en fait, avec son téléphone mobile, de réserver une visite, de télécharger la Smart Keys sur son téléphone, d'aller devant la porte du bien immobilier, de l'ouvrir avec la serrure intelligence et la Smart Keys que vous avez, de visiter le bien immobilier tout seul. Et pendant ce temps-là, il y a des caméras connectées qui permettent aux gens de vérifier que vous n'êtes pas en train de faire des bêtises dans l'appartement. Donc on est capable de faire ces visites tout seul. Et je vous amène à réfléchir même encore plus loin que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est quand on va prendre un billet de train, prendre un billet d'avion, quand on va au McDonald's, on se rend compte que les gens, ils préfèrent travailler avec des machines. Au Japon, il y a même un humanoïde qui a conseillé des acheteurs, un humanoïde, donc un robot, qui a conseillé des acheteurs sur des achats de vêtements dans un magasin. Alors, je ne dis pas que ça va arriver dans l'immobilier tout de suite, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous avez déjà des vitrines connectées devant chez vous, où vous laissez la personne s'approcher de vous, venir jusqu'à chez vous pour commencer tout seul. Il faut l'accompagner sur ce genre de service où il est autonome jusqu'au moment où il passe à l'action et il décide de prendre contact avec vous. Parce qu'il faut s'habituer à sa manière de travailler et aussi à sa manière de consommer. Aujourd'hui, comme l'image le dit, on ne vit plus l'immobilier comme ses parents. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a une prise de conscience qui a été faite. Et la première, c'est que les gens ne veulent plus gâcher. Avec des outils comme Drivey qui permet de louer sa voiture quand elle n'est pas utilisée, avec des outils qui permettent même de louer une partie de sa cave ou sa machine à laver quand elle n'est pas utilisée, son bateau, peu importe. Il y a des outils pour tout maintenant. Et vous en connaissez un mieux que les autres qui permet de rentabiliser son appartement quand il n'est pas utilisé. Il s'appelle Airbnb. Airbnb, aujourd'hui,
c'est ça dont il faut se souvenir, c'est que c'était juste un outil pour rentabiliser son bien pendant qu'il n'était pas utilisé ou à l'endroit où il n'était pas utilisé. Sauf que maintenant, c'est le concurrent de l'offre de location saisonnière mondiale. Et ça va même plus loin que ça, parce que moi, j'ai des amis qui achètent en disant « Non, mais je vais prendre cet appartement qui est plus grand, avec une chambre en plus, parce qu'il y a un bébé qui va venir forcément dans le processus de couple, et je vais le rentabiliser avec Airbnb. Donc c'est pas grave, je peux le faire. » Mais il y a d'autres exemples comme ça dans d'autres secteurs. Si je prends l'immobilier commercial aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler des pop-up stores, mais c'est un phénomène qui permet de rentabiliser un local commercial en attendant que quelqu'un reprenne le bail. C'est souvent des processus qui sont très longs. Donc pendant ce temps-là, on met des pop-up stores à l'intérieur pour quand même gagner de l'argent là-dessus. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'étude que HopShop a fait sur ce sujet-là, qui disait que 79% des Français sont persuadés que le commerce éphémère, ça va faire un carton dans les prochaines années, mais surtout 74% des Français veulent voir des commerces éphémères en bas de chez eux. C'est-à-dire, encore une fois, d'un besoin auquel on répond, on crée une tendance de consommation. Le dernier exemple que je veux prendre sur ce sujet-là, je pense que vous le connaissez aussi, c'est dans l'immobilier de bureau, c'est le coworking. Le coworking, ça a fait un carton, ça a explosé sur les 10 dernières années. Ça a doublé le chiffre d'affaires chaque année de 2005 à aujourd'hui. On est passé de 24 espaces de coworking à 250 espaces de coworking à Paris. Et surtout, la tendance n'est plus une tendance, c'est plus simplement des entrepreneurs ou des artistes qui sont dans des espaces de coworking. 50% des gens qui sont là-dedans, c'est des salariés. Ce qui prouve bien que les entreprises, elles sont prêtes à partager leurs ressources. Et c'est l'autre point dont je voulais parler, le partage de ressources. Parce que les particuliers aussi, ils veulent partager leurs ressources. Quand on voit l'essor de Blablacar, ou quand on voit l'essor de La Ruche qui dit oui en France, c'est simplement des gens qui mettent leurs ressources en commun pour mieux consommer. Et dans l'immobilier, on a des cas qui sont similaires. Si je vous prends l'exemple de la colocation. La colocation, ça a énormément augmenté. Il y a même une étude sur Toulouse qui disait que 50% des T3 et T4 à louer à Toulouse étaient loués en colocation. C'est énorme, c'est la moitié du parc locatif. Et ça nous amène vers autre chose. S'il y a un dernier point sur la colocation, c'est que c'est plus seulement des étudiants maintenant qui louent des colocations. 50%, c'est des salariés ou des retraités. Donc ça va plus loin qu'une simple tendance. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'habitat participatif, qui est de l'achat à plusieurs. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas forcément super développé parce qu'on est un pays qui bouge assez lentement et notamment au niveau de la loi. On a légiféré seulement dans la loi Allure sur l'existence même de l'habitat participatif. Mais si on prend les chiffres des autres pays, ils sont assez impressionnants. 10% du parc locatif allemand, c'est de l'habitat participatif. 15% de la construction neuve allemande, c'est pour de l'habitat participatif. Il y a des exemples en Norvège et en Suisse où c'est 40% de la ville qui est en habitat participatif. Ce qui prouve que les gens veulent partager leurs ressources, partager les risques. Mais du coup, ça prouve surtout qu'ils sont prêts à investir à plusieurs et à financer à plusieurs. Vous avez tous entendu parler du crowdfunding. Beaucoup connaissent My Major Company. Certains connaissent Kickstarter, qui crée des stars ou des startups, et c'est les particuliers qui financent ces entreprises ou ces personnes. Et bien dans l'immobilier, les chiffres ils sont aussi super intéressants. Concrètement, il y a une étude de Mass Solutions qui prédit qu'en 2015, c'est 2,5 milliards de dollars qui seront levés grâce à du crowdfunding. En France, c'est 18 millions d'euros qui ont été levés depuis le début de l'année sur du crowdfunding immobilier, et c'est 45 projets qui sont sortis de terre grâce à des gens qui financent à plusieurs ces biens immobiliers-là. Donc c'est une vraie tendance, vu que c'est un marché qui est seulement émergent, les chiffres sont énormes. Et tout ça, en fait, part d'une prise de conscience de la population, d'une recherche de sens. Pourquoi j'irais payer des frais bancaires dans une banque alors que je peux m'associer avec des gens, des vrais êtres humains, pour financer des choses? Pourquoi j'irais faire un trajet de Paris à Toulouse et polluer avec ma voiture tout seul où je vais m'ennuyer, alors qu'il y a sûrement quelqu'un qui fait le même trajet que moi et je vais pouvoir partager un moment de vie? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de biens immobiliers qui sont inhabités, inexploités? Sur ce point-là, on appelle ça l'économie de partage, l'économie collaborative.
Il y a une étude de PricewaterhouseCoopers qui a été faite en 2014. En 2014, ça représentait 15 milliards d'euros l'économie collaborative. Ils pensent que d'ici 10 ans, c'est 335 milliards d'euros que ça va représenter, et seulement sur des services, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas de matériel. Et surtout, le point important dans l'étude de Price, c'est que parmi les 5 secteurs qui seront les plus touchés par cette économie, dedans, il y a l'immobilier. Donc il va falloir que l'immobilier s'habitue à ce nouveau mode de consommation et à cette nouvelle économie. Et qui dit nouveau mode de consommation dit aussi nouveau business model. Vous allez voir, je vais vous présenter 3 business models aux États-Unis qui reprennent un peu l'ensemble des tendances qu'on a vues aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2015, il y a eu 1,5 milliard de dollars investis dans des startups immobilières. Quand on regarde de près ces financements, c'est principalement des financements en early stage. Ça veut dire que ce n'est pas des gros financements de 500 millions pour développer des grosses entreprises. C'est une multitude de financements de 10, 20, 30 millions dans beaucoup de startups. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après le succès d'Airbnb sur la location saisonnière, qui est un peu la pépite américaine, les investisseurs, ils cherchent le Airbnb de la location, de la transaction, du commercial. Donc, on voit plein d'acteurs arriver qui sont ultra financés. On va voir ça. Open Door, on en a parlé rapidement. Open Door, c'est le marchand de biens 2.0. Le principe est très simple, c'est que vous allez sur Internet, vous remplissez les informations sur votre propriété en ligne et en 24 heures, Open Door vous fait une offre d'achat sur votre maison. En 24 heures, une offre d'achat sans visiter la maison. Si vous acceptez l'offre d'achat, ils envoient un inspecteur et si l'inspecteur valide les propos du formulaire, ils achètent cash la maison. Alors certes, ils s'adressent à des gens qui sont dans le besoin urgent de vendre, c'est ça qu'ils cherchent, parce qu'en fait, tout le principe est qu'on choisit la date de son déménagement. Je veux déménager dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Donc, ils s'adressent aux prospects les plus chauds, là, qui ont l'envie de vendre. On a même le besoin. Ouais, qui ont le besoin indispensable de vendre. Open Door, ça a 2 ans. Juillet 2014, ils lèvent 10 millions de dollars. Ils vont tester l'idée sur un concept avec 10 millions de dollars sur une ville, la ville de Phoenix. Ils achètent une maison par jour à Phoenix. Quelques mois plus tard, en février 2015, ils lèvent de nouveau 20 millions de dollars pour tester le concept sur d'autres villes, parce que sur Phoenix, ça a super bien marché. Je n'ai pas les parts de marché d'Open Door sur la ville de Phoenix, mais là, on voit un petit peu un mapping toute la ville. de leur marché. Moins de 2 ans, une maison par jour. Le point à retirer, c'est que tout va super vite, d'accord ? Imaginez faire ça en moins de 2 ans, je ne sais pas comment ils ont fait. Un autre acteur intéressant qui travaille un business model vraiment intéressant, c'est Open Listing. Open Listing, vous ne l'aurez pas derrière tout ça, c'est des agents immobiliers, c'est des agences immobilières. Mais ils proposent une chose très simple, c'est que achetez avec nous et on va vous rembourser 50% de la commission. Donc sur la fiche de la propriété, je vois tout simplement, vous avez un choix, soit vous achetez avec Open Listing et vous économisez sur cette propriété 17 000 dollars, soit vous allez dans l'agence d'à côté et puis vous payez plein pot. Qu'est-ce qu'ils font Open Listing ? En fait, ils ont développé des outils qui permettent à l'acheteur d'être complètement autonome sur la phase de recherche. C'était eux qui faisaient les listings tout à l'heure, mes 24 listings de recherche. Donc, ils laissent autonome l'acheteur là-dessus. Au moment de créer l'offre, on crée l'offre sur le site internet. C'est à ce moment-là qu'un agent immobilier intervient pour faire la partie la plus compliquée de votre métier. C'est le closing, pour préparer l'offre d'achat, vérifier que tout est en ordre au niveau légal, que le prix correspond au marché. Et là, l'agent reprend un rôle prépondérant dans la relation pour finaliser le deal. D'accord ? Toute la valeur ajoutée de l'agent est mise là. Et par contre, sur tout le process, il y a une hotline où des professionnels répondent en moins de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Derrière, le business model est très simple, c'est qu'en fait, c'est pas qu'ils ne prennent pas de commission, ils vous remboursent les 50% côté acheteur, mais ils gardent un forfait de 5 000 dollars pour chaque transaction. Mais vu qu'ils sont sur des marchés hyper concurrentiels, où les commissions sont à 20, 25 000, 30 000 dollars, ça leur permet de faire toute la différence sur le marché. Un autre business model intéressant et qui a levé près de 167 millions de dollars depuis 2010, c'est Redfin. Redfin, c'est un réseau d'agences immobilières
réseau d'agents immobiliers plutôt, qui a mis la technologie au cœur du service et qui propose un business model assez hallucinant. La commission est à 1,5%. D'accord ? Et les agents ne sont pas payés à la commission. L'ensemble des agents Redfin sont payés à la notation. Quand ils ont un 5, ils ont une prime de 1 000 $. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Donc si le client n'est pas content, l'agent n'est pas payé. Et si le client est content, les primes augmentent. D'accord ? Et ça vaut pour les clients qu'on a closés, mais aussi pour tous les clients qu'on a traités dans le processus. Les primes sont un peu moins importantes s'il n'a pas acheté, mais tout de même. Du coup, tout le business model est basé sur la satisfaction client et la recherche de l'agent le plus adapté à mon besoin et avec les meilleures notes. Alors là, je vous ai mis une fiche d'un agent. Si on regarde un petit peu, vous allez me dire « mais c'est du pipeau, il n'a que des bonnes notes, cet agent immobilier ». Et tous les agents Redfin ont ce type de profil, ils ont tous des bonnes notes parce que tous les autres se font virer. Tous ceux qui ont 3 ou 2, ils ne les gardent pas parce que les agents Redfin sont des salariés avec un salaire fixe et toute la force de leur outil, c'est qu'il y a de fortes primes sur la satisfaction du client. Est-ce que vous savez... Je viens de me donner la réponse, dommage. Dommage, bien tenté. Est-ce que vous savez ce que Uber considère une note acceptable pour ses chauffeurs ? Une note acceptable pour Uber, c'est 4,7 sur 5. Et en dessous de 4,5 sur 5, le chauffeur est contacté par Uber et il y a un processus qui est entamé pour soit améliorer la satisfaction du client, soit sortir le chauffeur du système. Pour trouver cette statistique, je suis allé sur des forums de chauffeurs Uber. En fait, il y a plein de forums qui se sont montés de chauffeurs Uber. Et le sujet de préoccupation numéro 1 de ces chauffeurs, c'est la notation. Je vous ai mis quelques messages que j'ai extraits du forum pour vous montrer l'importance qu'a la notation là-dedans. J'ai laissé les fautes. Et il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages comme ça. Je suis tombé sur des discussions de chauffeurs Uber qui échangeaient sur quelle est la musique dans la voiture qui va me faire optimiser ma note. Est-ce que je mets du classique ou est-ce que je mets du jazz ? D'accord ? Il y en avait même qui se posaient la question et qui débattaient pendant des heures sur quel est le volume optimal de musique pour avoir la meilleure note. D'accord ? Je pense qu'aucun chauffeur de taxi parisien ne s'est jamais posé cette question. Hein. On va tous être d'accord. Le point, c'est qu'avec cette tyrannie de la note, parce que les chauffeurs vivent ça comme ça, c'est une tyrannie de la notation, les chauffeurs Uber sont devenus des psychopathes de la relation et de l'expérience client, au point que c'est leur préoccupation numéro 1 quand ils se lèvent le matin, d'accord ? Et vous avez vu, 4,7, je ne suis pas sûr que vous avez ce genre de note et que même moi, dans mon entreprise, on a ce genre de note, d'accord ? C'est assez intéressant parce que les business models que tu as présentés, on se rend compte qu'en fait, le seul point important, c'est que c'est l'expérience client qui doit être mise au cœur en fait, de tout ça. Et c'est comme ça que les gens arrivent à lever des fonds et à gagner des marchés très, 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 très vite. Et surtout, si on prend en considération un peu tout ce qu'on a raconté et toutes les entreprises qu'on a présentées, on se rend compte que c'est ces attentes qu'on vous a présentées qui sont toutes des attentes de clients. Donc il n'y a qu'un seul patron, c'est le client aujourd'hui. Nous, si on vous fait cette présentation, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous montrer un peu les tendances qu'il y a. Et on voulait finir justement sur une bonne note qui est les 8 conseils qu'on donne aux agents immobiliers justement et aux professionnels de l'immobilier par rapport à ces tendances. La première, c'est de vous préparer à l'internationalisation du marché. Préparez-vous, mettez des outils de visite virtuelle dont tu vas parler. Ouais, au cœur de vos outils, utilisez les environnements virtuels qu'utilisent aujourd'hui les clients. S'ils sont équipés, c'est qu'ils en ont besoin et utilisez ça vraiment. Utilisez ça et surtout, personnalisez votre approche du client. Sachez qui est qui et proposez-lui le bon message, proposez-lui les bons biens. Arrêtez de taper à côté, sinon ils vont aller frapper à côté. Et ça, Google en a parlé ce matin dans sa conférence, c'était un des points clés. Et ils ont aussi parlé de l'exploitation de la donnée. Vous devez aujourd'hui savoir ce que font vos clients sur vos sites, ce que font vos clients, comment ils interagissent avec vous, et construire la donnée, utiliser cette donnée pour construire la meilleure expérience possible avec le client. Le 5e enjeu qu'on a envie de mettre en avant, c'est d'automatiser un maximum de choses. Déjà pour le client, pour lui faciliter la vie,
Mais vous aussi en agence, automatisez un maximum vos processus pour vous concentrer là où vous avez le maximum de valeur ajoutée, là où l'être humain a le maximum de valeur ajoutée. Parce que ça, vous devez comprendre et vous devez surtout accepter l'idée que les particuliers, ils ont besoin d'autonomie aujourd'hui. Ils se débrouillent tout seuls, c'est horrible à dire, mais sur certaines étapes du processus, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont besoin de vous sur d'autres étapes plus fondamentales, mais sur d'autres, ils n'ont plus besoin de vous, ils se débrouillent très bien tout seuls et ils ont envie d'être tout seuls. Donc acceptez cette idée, essayez pas de combattre cette tendance parce qu'elle est là. Voilà, et puis écoutez-les, vos clients, écoutez leurs nouveaux besoins, anticipez les modes de consommation qu'ils vont avoir et proposez-leur des outils et des services qui permettent de satisfaire ces nouveaux besoins et ces nouveaux modes de consommation qu'ils ont. Ouais, parce que quand on voit la colocation, est-ce que vous savez traiter les colocataires aujourd'hui en agence? Est-ce que vous avez des offres là-dessus? Réfléchissez à tout ça. Et le dernier point, c'est de ne pas avoir peur de la concurrence. Aujourd'hui, je comprends que ça soit flippant de voir ces entreprises qui, en moins de 2 ans, surfinancées, arrivent à faire des choses exceptionnelles. C'est le marché américain, on est en France. Il y a des choses à faire, il faut innover, mais vous devez anticiper tout ça à l'avance et pas attendre que ça se passe. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Concrètement, il y a eu beaucoup de choses dans cette conférence. Je voulais juste vous dire, on va tous retransmettre sur Immobilier 2.0 si vous voulez retrouver tous les points, tous les chiffres, tout ce dont on a parlé. On a même décidé de traiter chaque point un petit peu plus, point par point, en donnant plus d'éléments. Donc n'hésitez pas à venir sur le site. On vous remercie et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser.